Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Gaétan Lelièvre, qui est notre député provincial. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, on a plusieurs sujets sur la table aujourd'hui. En fait, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on parlait du chemin de fer. Il était question de proposer un changement de scénario, c'est-à-dire de rénover l'ensemble du circuit de chemin de fer en Gaspésie, mais pour la marchandise. Est-ce qu'on peut faire une petite mise à jour dans ce dossier-là? Effectivement. On peut dire que l'automne dernier, le gouvernement du Québec s'apprêtait à faire une annonce au niveau du chemin de fer qui était à l'effet de mettre à niveau le chemin de fer Matapédia jusqu'à Caplan, autant pour le transport des passagers que des marchandises. Et les intervenants économiques de la région, les maires, les MRC, les chambres de commerce, ont pris une position à l'effet de demander au gouvernement de revoir son scénario pour prioriser le chemin de fer ou le service ferroviaire des marchandises sur toute la longueur du rail, donc de Matapédia à Gaspé. Donc, au lieu d'avoir passagers et marchandises, Matapédia, Caplan, les acteurs économiques et municipaux ont dit, nous, on veut prioriser le développement économique. On a des entreprises, par exemple, la cimenterie à Port-Daniel, on a LM Wind Power à Gaspé qui a besoin de chemin de fer, et d'autres qui ne veulent pas être identifiés, mais qu'on connaît. Donc, on demande au gouvernement d'amener le service des marchandises jusqu'à Gaspé. Donc ça, est-ce que ça a été déposé officiellement comme demande? Oui, ça a été déposé par écrit. Les MRC sont prononcés à cet effet-là, les chambres de commerce. Il y a eu des positionnements publics, il y a eu des rencontres aussi entre les préfets et le ministre des Transports. Donc oui, ça a été une démarche là, qui s'est faite de façon officielle. Puis est-ce que ça a été accepté? C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Ça a été, cette démarche-là du milieu s'est faite avant les fêtes 2016, novembre-décembre. Puis le gouvernement a dit, bon, ben on prend acte de votre demande, on va évaluer cette demande-là, puis on va vous revenir. Et normalement, il y a des rumeurs dans les corridors du Parlement au Québec à l'effet qu'il y aurait probablement une annonce bientôt. Et on souhaite que ce soit une annonce qui irait dans le sens là, des élus, c'est-à-dire de ramener le service ferroviaire pour les marchandises d'un premier temps sur toute la totalité. Donc, de Matapédia à Gaspé, parce qu'il ne faut pas oublier que juste l'entreprise LM Wind Power, ça leur coûte au-delà de 1,5 million par année, juste pour prendre les pales, les amener par camion jusqu'à New Richmond, où là, ils embarquent sur le train et ils s'en vont vers les États-Unis, au Texas, là, pour un contrat de 3 à 4 ans. Oui, parce qu'ils ont besoin de convois routiers assez importants pour transporter chaque pale. Donc, 3 convois routiers par éolienne, là, ça fait beaucoup. C'est 7 à 8 véhicules qui sont mobilisés pour transporter une seule pale. Il y a la Sûreté du Québec qui doit être présente. Il y a des coûts qui se rattachent à ça qui sont assumés par l'entreprise. Tous les coûts de transbordement, si on prend la pale, puis on la met sur un camion, on fait 200 km, ensuite on doit l'embarquer sur le train. Donc, il y a une mobilisation quand même de plus. Tout ça, là, ça fait en sorte que c'est entre 1 et 1,5 million par année que LM Wind Power de Gaspé doit absorber. Et on nous dit qu'à court terme, ce n'est pas vraiment problématique, mais on ne pourrait pas penser maintenir l'usine d'LM avec seulement le moyen de transport qu'est la route dans les prochaines années. Ça pourrait aller jusqu'à mettre en péril là, les emplois existants. Puis on sait que, écoutez, on a passé de 175, 180 emplois dans les dernières années et on se dirige vers, on a atteint le cap du 300 emplois chez LM, puis on vise 430 emplois d'ici un an. Donc, le rétablissement du chemin de fer jusqu'à Gaspé, ce serait un facteur de rétention pour cette entreprise-là qui est le plus gros employeur de Gaspé. Exactement. Puis sans parler de la cimenterie aussi qu'il a besoin, sans parler du parc industriel à Chandler, qui pourrait aussi, on pourrait faciliter le développement. Ça serait un attrait de plus si la MRC, Rocher-Percé, pouvait dire on a sur notre territoire un service de transport ferroviaire. C'est un incitatif pour amener des investissements. Et comme je vous le dis, il y a aussi 2 autres entreprises à Gaspé qui ont besoin du chemin de fer, mais qui, pour différentes raisons, ne veulent pas s'identifier publiquement pour le moment. Mais c'est connu, on les connaît, on parle avec eux, les leaders économiques, municipaux connaissent ces entreprises-là. Donc, on peut parler là, de 4 entreprises minimum qui ont besoin du chemin de fer à Rocher-Percé et à Côte-de-Gaspé. Très bien, donc on va suivre le dossier, c'est certain. Absolument. Maintenant, je vais parler du projet de loi 122 qui comporte plusieurs volets sur les pouvoirs des municipalités. Tout d'abord, ce projet-là
prévoit une abolition des référendums municipaux. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur nos communautés? On sait qu'à Percé, entre autres, il y a eu un référendum avant les fêtes. Donc, Bien, le projet de loi 122, c'est un projet de loi qui va modifier les pouvoirs des municipalités. C'est un projet de loi qui est attendu par le monde municipal depuis plusieurs années et il s'inscrit dans le cadre d'une négociation entre le gouvernement du Québec et les unions municipales qui représentent les municipalités. Les deux unions municipales étant la Fédération québécoise des municipalités qui regroupe généralement les MRC et les municipalités de plus petite taille et aussi l'Union des municipalités du Québec qui comprend généralement les grandes villes, mais aussi des villes et municipalités de la Gaspésie. Donc, chaque clientèle, là, finalement, trouve son union. On peut aussi être membre des deux unions. Donc, le résultat qui est sur la table, le projet de loi 122, c'est justement un projet de loi qu'on a étudié la semaine dernière à Québec. Il y a plusieurs éléments. La question des référendums, c'est un élément qui fait couler beaucoup d'encre parce que c'est toute la question de la démocratie municipale, de l'accès à l'information par les citoyens, les contribuables. Ça va très loin et il y a un questionnement à se poser. C'est sûr qu'à la base, les municipalités prétendent, et leur argumentation, c'est de dire au gouvernement, on est des gouvernements dûment élus, donc faites-nous confiance, laissez-nous, le conseil municipal, prendre des décisions et au bout de 4 ans, bien, on est évalué. Il y a une élection puis les gens se prononcent. Sauf qu'historiquement, à l'égard de certaines décisions municipales, la loi prévoit, jusqu'à aujourd'hui, qu'on doit consulter la population. Informer la population, par exemple, dans les journaux, et ensuite consulter par référendum, par exemple, quand on emprunte de l'argent. C'est ça, à partir d'un certain montant, oui. À ce moment-là, on ouvre un registre. Et s'il y a, par exemple, 10 de la population qui signe ce registre-là, on va aller en référendum pour pouvoir, justement, tâter le pouls des citoyens. C'est ça. Dans le fond, le gouvernement dit aux municipalités, oui, vous avez la responsabilité d'administrer la municipalité, mais quand vous allez emprunter, puis emprunter de l'argent qui va devenir une dette pour les contribuables sous forme de règlement d'emprunt pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans des fois, bien ça, on vous demande d'aller consulter votre monde pour être certain que c'est des gestes forts que vous posez, puis on veut être certain que les contribuables, en bout de ligne, que vous représentez, qui doivent être notre ultime préoccupation, bien que ces gens-là sont d'accord avec votre décision d'investir. Donc ça, les référendums, selon vous, est-ce qu'on en a encore besoin? Bien, moi, je croirais que oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, alléger le mode de fonctionnement de l'administration municipale? La réponse est oui aussi. Donc, vous savez, il faut éviter les extrêmes. Là, on exige des règlements d'emprunt, des référendums, c'est-à-dire des référendums lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, lorsqu'on modifie un règlement de zonage, quand on change l'affectation d'une zone dans la municipalité, quand on change une norme de construction, ça prend normalement des avis publics et souvent, s'il y a des demandes, comme vous l'avez mentionné, si un certain nombre de personnes se présentent à l'hôtel de ville pour signer le registre, là, ça prend un référendum. Est-ce qu'on pourrait donner plus de pouvoir aux municipalités? Par exemple, modifier des dispositions sur la construction des résidences, modifier des dispositions sur les dimensions de terrain. Moi, je pense que le conseil municipal pourrait avoir plus d'autonomie. Emprunter jusqu'à un certain montant, je pense aussi. Mais quand on est rendu, par exemple, à des règlements d'emprunt qui touchent plusieurs millions de dollars, voire même des fois des dizaines de millions de dollars, pensons juste à l'eau potable présentement. La mise à norme de l'eau potable dans nos municipalités, dans plusieurs municipalités que je connais, c'est au-delà de 10 millions. Bien là, c'est important de consulter la population. Oui, la mise à norme est obligatoire, vous me direz, mais il y a plusieurs techniques pour y arriver. Donc, si on enlève l'obligation des référendums pour les dépenses majeures des municipalités, c'est sûr que le citoyen puis le contribuable va sentir qu'il est moins au cœur de la décision. C'est une question, en bout de ligne, là, d'imputabilité, oui, pour les élus, mais c'est une question aussi de démocratie municipale, de transparence. Je crois que la vérité est peut-être entre les deux. De là à dire qu'on ne peut pas améliorer le système actuel, c'est pas vrai. Le système mérite d'être allégé. Les municipalités ont des compétences de plus en plus reconnues. Ils ont des employés compétents. Ils ont des outils informatiques qui permettent de prendre des meilleures décisions, de mieux gérer. Mais est-ce qu'on doit tout enlever? La partie consultation, parce qu'un référendum, c'est une consultation, en mots vulgarisés. Moi, je crois qu'il faut être prudent à ce niveau-là. Bien, maintenant, dans ce projet de loi 122, il y a également la modification
on pourrait dire, de la capacité d'octroyer des contrats Oui. sans appel d'offres dans les municipalités. À quoi ça ressemble exactement? Ça, c'est un élément là, extrêmement important du projet de loi 122. Et on sort d'une période de grande turbulence dans le monde municipal, dans le monde aussi gouvernemental. Hein, si on pense à tous les scandales qu'on a connus dans les dernières années, qu'on pense aux travaux de la commission Charbonneau, ce que l'État doit faire, à mon avis, ce que les municipalités doivent faire, c'est démontrer de plus en plus de rigueur, de transparence. Et je pense qu'il y a un message clair de la population. On s'attend que nos élus soient de bons élus, de bons gestionnaires, qui respectent les lois, respectent les règlements, puis même vont plus loin. On parle aujourd'hui d'éthique, on parle de déontologie, on parle de morale. Vous savez, c'est complexe. Donc, présentement, le projet de loi 22 va un peu à l'encontre de cette nouvelle orientation-là qui a été pourtant fortement recommandée par les travaux de la commission Charbonneau notamment. Puis moi, ce que j'entends de la population, les gens veulent plus de rigueur. Donc, parce qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir octroyer un contrat sans appel d'offres, le montant maximum, je crois, c'est 25 000 $. Exactement. Puis ce projet de loi-là propose d'aller jusqu'à 100 000 $. C'est ça. Donc, les règles actuelles, comme vous l'avez mentionné, de 0 à 25 000 on peut donner le contrat de gré à gré au niveau d'une ville. Entre 25 et 100 000, on doit avoir au moins 2 soumissionnaires. Et 100 000 et plus, ça doit être des appels d'offres publics à la grandeur du Québec. Okay? Là, ce que le projet de loi recommande, c'est de donner le pouvoir aux municipalités, aux conseils municipaux, d'octroyer des contrats jusqu'à 100 000 $ sans aucun appel d'offres, même pas sur invitation. Donc, vous savez, on peut se poser la question, moi j'ai des municipalités sur mon territoire qui ont des budgets de 250 000 $ par année. Donc, on leur permettrait d'engager presque la moitié du total de leur budget sans appel d'offres, sans soumission. Moi, ça m'apparaît complètement inapproprié, pour ne pas dire inacceptable. C'est pas une question de confiance des élus. On s'entend, là, si on est à Québec ou à Montréal avec un budget de plusieurs milliards, peut-être que 100 000, dans certains cas, ça peut s'expliquer. Mais ici, dans nos petites communautés, vous savez, c'est délicat. Parce que le jour où la municipalité n'aura plus l'obligation d'aller en appel d'offres pour une dépense au-delà de 25 000, bien, vous savez, souvent, on a un seul entrepreneur dans la ville. Ou dans le village. On est parents, là, on a des amis, on est tissé serré, il y a de l'influence qui peut se faire, puis ça peut être malsain. Moi, je pense que c'est de mettre les conseillers municipaux et le maire dans une situation de grande fragilité, parce que, imaginez le jour où l'hôtel de ville, on doit réparer l'hôtel de ville, puis ça coûte 90 000 $. Puis là, tu as un seul entrepreneur dans la municipalité. Puis là, bon, bien, vous pouvez donner le contrat de gré à gré. Mais de gré à gré, là, ça veut dire que tu n'as pas testé le marché. Est-ce que c'est 85? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 100? Donc là, il va y avoir des pressions. L'entrepreneur pourrait invoquer, bien, écoutez, je suis la seule entreprise du village, je crée des emplois, je paye des taxes ici, puis vous allez en appel d'offres à l'extérieur de la ville. Là, c'est délicat là, pour les membres du conseil. Puis l'argument de l'entrepreneur est valable aussi. Mais il faut se dire que le rôle du conseil, ce n'est pas de protéger les entreprises. Le rôle du conseil, c'est de protéger l'ensemble des citoyens puis de gérer de façon la plus efficace possible le budget municipal. Donc, de donner la possibilité aux conseillers et aux maires de prêter le flanc, moi, pour des municipalités de petite et moyenne taille, ça m'apparaît inapproprié. Et je crois encore là qu'on devrait séquencer les montants. Les villes comme Montréal, Québec, peut-être qu'on peut leur donner des plus grandes marges de manœuvre. Mais dans nos municipalités, qui ici en Gaspésie ont généralement moins de 20 000 de population, je pense qu'il faut être prudent. Puis c'est pas une question de ne pas avoir confiance au conseil municipal. C'est une question de ne pas placer le conseil municipal dans une situation délicate où finalement, il va avoir l'odieux, soit de donner de gré à gré, avec les conséquences que ça peut amener. Les gens vont dire, ah, ben on sait bien, il a donné le contrat à cet entrepreneur-là, ils n'ont pas vérifié, s'il avait été en appel d'offres, on aurait pu avoir un meilleur prix. Puis en même temps, ben, l'entrepreneur qui, lui, est le seul, sera mécontent parce que le conseil municipal, peut-être, lui aura pas donné le contrat alors, de gré à gré alors qu'il aurait pu le faire. Fait que dans les deux situations, on risque d'avoir des mécontents et en bout de ligne, je pense qu'on ne sert pas bien la communauté. Maintenant, vous vous êtes intéressé aussi aux avis publics. Il y a des modifications dans la façon de les publier qui sont proposées par ce projet de loi-là. En quoi ça consiste? C'est que présentement, quand on adopte un règlement d'emprunt, quand on adopte un règlement qui modifie un règlement de zonage, construction, etc., vous savez, on voit tous là, dans nos journaux les fameux avis publics.
des avis de promulgation, avis de publication. Il y a différents avis qui sont requis. C'est sûr que ces avis-là, ça coûte de l'argent. Hein? Si on regarde, là, regardez la proportion souvent du journal qui contient des avis publics versus la balance du journal, vous allez vous rendre compte que peut-être que finalement, la majorité des annonces payantes sont souvent les avis publics. Ça coûte des sous aux municipalités, c'est clair, mais en même temps, ça permet aux citoyens d'avoir accès à de l'information. Puis en même temps, c'est une source de revenus importante pour nos journaux, nos hebdos locaux et régionaux. La question qui se pose, est-ce que c'est aux municipalités à financer les hebdos? Parce que présentement, il y a des, je dirais, de l'information qui circule au niveau de l'ensemble du Québec. Moi, j'ai reçu des correspondances de certains hebdos disant, écoutez, là, on vous demande d'être vigilants parce que si les municipalités ne passent plus d'avis public, nous, ça a un impact sur l'existence même du journal. Puis ça, je suis conscient de ça. Maintenant, est-ce qu'on peut demander aux municipalités de continuer à payer des avis publics strictement parce qu'on doit garder nos médias? Chacun doit se poser la question, puis chacun a sa réponse. Moi, je l'aborderais sur un autre sens, c'est est-ce que les avis publics tels qu'ils sont libellés servent bien le citoyen? Parce que l'avis public, là, au-delà d'être rentable pour l'hebdo, qui s'en sert souvent pour payer de l'information qui est importante, là. Il y a de l'information publique, puis c'est via la publicité qu'on la paye, il n'y a pas de miracle, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la vraie question, c'est nos avis publics sont bâtis aujourd'hui selon des critères tellement serrés dans la loi qu'il faut être à peu près, je dirais, urbaniste et avocat pour les comprendre. Ça, moi, je trouve que ça sert mal le citoyen. Je crois que le projet de loi 22 devrait diminuer les exigences, permettre aux municipalités de vulgariser davantage l'objet de la vie publique pour que les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas un urbaniste, puis qui n'est pas un avocat, puis un notaire, qui puisse comprendre cet avis public-là. Peut-être qu'on aurait un avis public, au lieu d'avoir 3/4 de page, peut-être qu'il y aurait 1/4 de page, mais dans un contenu plus vulgarisé, que les gens comprennent. Ça coûterait un peu moins cher, et les gens comprendraient mieux. Puis à l'heure actuelle, qu'est-ce que propose le projet de loi concernant les avis publics? C'est de les abolir dans beaucoup de circonstances. Donc, dans plusieurs cas, l'avis public ne serait plus requis. Donc, encore là, on pose un extrême. Présentement, on a des avis publics qui sont très longs, très complexes et coûteux. Puis là, on dit, du jour au lendemain, on n'aurait plus besoin. On peut-tu trouver un entre-deux, là? Vous savez, c'est ça souvent, hein? On passe d'un extrême à l'autre. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir le contenu des avis publics, qu'il soit plus vulgarisé, plus accessible pour le citoyen. Puis, en bout de ligne aussi, il va coûter moins cher aux municipalités, qui souvent ont l'odieux. Le débat se fait présentement, non pas sur la nature de l'avis public, puis le véritable objectif de l'avis public, c'est d'informer le citoyen. Mais il est tellement complexe présentement, tellement long, c'est tellement fastidieux de lire ça que souvent tu ne le lis même pas. Oui, on tourne la page. Puis... Bien, effectivement. Donc, on peut-tu avoir un avis public plus compréhensible pour monsieur, madame, tout le monde, puis qui va être un peu moins grand, va prendre moins de place, coûter moins cher, puis je pense qu'on aurait un bon juste milieu. Très bien. Maintenant, toujours dans ce même projet de loi 122, il y a une modification à l'octroi des permis de construction dans certaines zones agricoles. En quoi ça consiste? Ça, c'est un élément qui, moi, je trouve intéressant. Vous savez, ici, on n'a pas beaucoup de zonage agricole. Il y a la ville de Percé, puis un peu à Port-Daniel, qui avait du zonage agricole, si je me souviens bien, dans la MRC Rocher-Percé. Mais il y a des régions, des MRC, là, où c'est du zonage agricole, quasiment mur à mur, là, sur le territoire. Donc, le zonage agricole fait en sorte qu'on interdit la construction de bâtiments ou on interdit les usages autres que l'agriculture sur le territoire. Ça fait en sorte qu'il y a des municipalités qui n'ont plus de terrain à vendre. Ils n'ont plus de place pour assumer leur développement. Maintenant, on a catégorisé les différentes terres agricoles. Niveau 1, c'est un potentiel extrêmement fort. Niveau 2, c'est un bon potentiel. Niveau 3, un peu moins de potentiel. Puis niveau 4, c'est un potentiel faible. Puis là, ce que le projet de loi 22 viendrait apporter comme changement, c'est que dans les zones 3 et 4, où il y a un potentiel relativement faible, où on n'a pas nécessairement une obligation de protéger la terre agricole parce qu'elle a une qualité énorme, bien, dans ces territoires-là, 3 et 4, où il y a moins de potentiel, on pourrait permettre la construction à certaines conditions. Ça m'apparaît là, un bel exercice là, je dirais, raisonnable qui permet de protéger les territoires agricoles avec des gros potentiels parce qu'on sait que l'alimentation d'une nation, c'est extrêmement important. Hein? La nourriture, c'est important. La loi sur la protection du territoire agricole en 1978 est venue reconnaître ça, mais on se rend compte après une quarantaine d'années qu'il y a peut-être lieu de revoir, ce qui est normal. Puis, ça m'apparaît un bon juste milieu. Très bien, Gaétan Lelièvre, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir.